êtes bien sur la RTG. Merci de nous préférer pour vous informer. À la une de l'actualité de ce 30 août 2023, sortie des 9e et 10e promotions de l'ASCAD, ils sont 650 récipiendaires à avoir reçu leur diplôme après 9 mois d'intense formation. La cérémonie de remise dans ce journal. Également dans cette édition, l'an 2 du CNRD en Guinée, c'est pour le 5 septembre 2023. Ce soir, coup de projecteur sur le bilan dans le domaine des infrastructures et des travaux publics, avec 45% de dépenses de l'État investies dans ce secteur stratégique. Enfin, la Miss Guinée-Amérique du Nord de cette année est Khadija Bari, étudiante juriste venue du Canada. Elle compte bien réaliser des actions en faveur des étudiants juristes en Guinée pendant son mandat de 1 an. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, les 9e et 10e promotions de l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD ont reçu leur diplôme de fin de formation. 650 récipiendaires qui ont bénéficié pendant 9 mois de l'expertise de cet institut mis en place pour favoriser l'autonomisation des jeunes en Guinée à travers quelques corps de métier. Reportage Djene Yansani. Créée par décret en 2011, l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD continue de convoyer une grande masse de jeunes formés sur le marché de l'emploi. Ici, à son siège de Conakry, situé au camp Alpha Yaya Diallo, le centre ASCAD vient de former plus de 600 jeunes dans les corps de métiers, notamment la maçonnerie, la plomberie, la menuiserie, l'électricité, la mécanique, entre autres. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de fin de formation des volontaires stagiaires du centre ASCAD de Conakry, Général Kelfa Diallo, concerne la 9e et 10e promotion des jeunes formés. Il y a 1 année et quelques mois, nous étions là pour remettre des diplômes à d'autres promotions de stagiaires. Mesdames et messieurs, chers invités, chers parents des volontaires, pendant une période de 9 mois, 650 stagiaires, dont 21% de femmes ont été formées par nos soins dans divers métiers de la vie. Il convient de rappeler que ce résultat découle de la ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, Chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, de bâtir une Guinée forte par sa jeunesse et pour sa jeunesse. Formée durant 9 mois, cette vague de stagiaires est composée de 650 récipiendaires. Cette série de formations civiques et citoyennes vise à favoriser l'employabilité des jeunes et promouvoir l'engagement volontaire en vue de booster le développement socio-économique dans notre pays. Avant d'accéder à cette grande institution de formation de référence, beaucoup parmi nous manquaient de repères, de qualifications, d'orientation professionnelle. Beaucoup avaient perdu espoir, mais nous avons par la grâce de Dieu retrouvé une nouvelle famille. Le meilleur investissement, c'est le capital humain. Aujourd'hui, si l'intégration socio-professionnelle des jeunes réussit en Guinée, le pays aura un avenir garanti et apaisé. C'est dans une parfaite harmonie entre les civils et les militaires que s'est déroulé ce moment de célébration de la couche juvénile. Là, un réel espoir est placé en ces récipiendaires pour une meilleure vulgarisation des connaissances acquises au cours de la formation. Et la formation elle est très importante aujourd'hui. Et également, la formation de l'ASCAD est de haut niveau. Et ça peut se traduire clairement par le nombre d'insertions que ça fait après la formation. Nous avons un taux d'insertion qui est autour de 80%, ce qui est très élevé. Et ça va s'accroître grâce au partenariat, mais également au grand encadrement que la direction et l'ensemble du personnel de l'ASCAD veut donner et continue à donner aux jeunes apprenants. Dans les prochains jours, la même série de remises des diplômes va s'élargir aux autres centres à l'intérieur du pays, particulièrement à Kindia, Boké et Kankan. Renforcement du partenariat public-privé au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Objectif, promouvoir l'entrepreneuriat en milieu universitaire par des initiatives d'innovation et de créativité en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. Les détails, c'est dans ce reportage signé Mounir Bari. Face au nombre croissant d'étudiants et la rareté des emplois, des initiatives sont nombreuses pour favoriser le partenariat public-privé.
Les universités sont considérées comme des foyers d'innovation et de créativité. Le Bureau de coopération et de partenariat BCPI multiplie les actions pour favoriser l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Nos étudiants, et même après les études, même pour trouver les stages, c'est des problèmes. Donc c'est pourquoi nous sommes allés vers les entreprises pour chercher à signer des partenariats pouvant leur permettre de trouver des stages. On se met ensemble pour mutualiser nos efforts. Et je pense que cette initiative de l'enseignement supérieur ne peut servir qu'à l'employabilité des étudiants parce qu'on se fait connaître. Avant, on produisait, on avait des bons produits qu'on ne se connaissait pas. On rentre, on sort à l'incognito. Aujourd'hui, on les fait connaître. Nous vendons nos produits en fait. On est là pour ça. La professionnalisation de la formation en passant par l'aide à l'insertion socio-professionnelle des diplômés jusqu'aux réformes des programmes et la cartographie des filières sont des actions phares du département. Aujourd'hui, des projets sont initiés et exécutés dans les universités pilotes, comme par exemple le statut d'étudiant entrepreneur ou encore le stage à l'alternance. Cette professionnalisation a pour but de mieux préparer les étudiants et étudiantes au monde du travail, de raccourcir le délai entre la fin des études et le premier emploi en vue de les rendre plus opérationnels. Dans cette dynamique, le partenariat entre les institutions d'enseignement supérieur et le monde socio-professionnel nous paraît essentiel pour inciter les parties à se rencontrer, à mieux travailler ensemble et à s'enrichir mutuellement. La rencontre sera bouclée par l'élaboration et la signature des conventions de partenariat pour accroître le taux d'insertion en stage pratique et en insertion socio-professionnelle des étudiants et des diplômés. Et puis le ministère de l'enseignement technique s'active pour qualifier les formateurs et promouvoir des filières qui favorisent l'insertion. Un programme de formation des formateurs et en transformation agricole est activé. C'est pour renforcer l'offre de formation au sein des écoles d'agriculture et d'élevage où la question de la transformation n'est pas encore très développée comme il se doit. C'est un partenariat avec l'unité de coordination et d'exécution des projets sous financement de la Banque africaine de développement, Tchernos Mandialo. L'initiative, avec le projet d'assistance technique à l'emploi des jeunes, va permettre de former 25 formateurs issus de l'ERAM de Boké et des écoles nationales d'agriculture et d'élevage de Tolo à Mamon et de Koba dans Bofa. Un accompagnement qui vise notamment la filière transformation agroalimentaire pour faire profiter aux apprenants les opportunités d'insertion dans ce domaine. Notre pays, on perd carrément plus de la moitié de nos produits agricoles du fait qu'on ne peut pas les transformer ou que par l'inexistence même des petites manufactures de transformation. Donc, il y a déjà des équipements qui sont installés, notamment à l'ERAM de Boké. Ils vont suivre une formation théorique, mais directement appliquée dans ce centre-là avec les équipements adéquats. Une formation qui répond aux besoins du marché du travail, qui soutient l'emploi, l'employabilité des jeunes, notamment l'auto-emploi. Et c'est dans ce contexte que le travail qui sera réalisé va être le développement d'un nouveau programme de formation dans le domaine de la transformation agroalimentaire et aussi la formation des formateurs en lien avec ce nouveau programme. Cette initiative de formation des formateurs qui démarre va durer 3 mois et demi et entre dans le cadre de la politique de qualification des ressources humaines et de la modernisation des programmes. Il y a eu un temps de construction des écoles, de rénovation des écoles, mais aujourd'hui, on a besoin de former le personnel enseignant, avoir un programme qui va déboucher sur des modules à travers l'approche par compétences. Vient à point nommé. Avec ce programme, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi va instaurer et développer la filière transformation agricole au sein des ENAE et obtenir un des résultats attendus dans le développement de ces écoles. Dans le même registre se tient à Mamou une formation en approche par compétence. C'est une nouvelle méthode dans la formation afin de qualifier les enseignements dispensés dans les écoles professionnelles du pays. Pour ce départ, 24 enseignants seront formés pour apporter un plus dans les établissements d'enseignement professionnel. Tcherno Marouf Bar.
Renforcer les enseignements dispensés dans les institutions de formation professionnelle, c'est le cheval de bataille du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. L'approche par compétence, c'est la méthode pédagogique choisie pour dispenser les cours dans les établissements. Au nombre de 24, ces formateurs venus des écoles techniques vont durant 2 semaines se familiariser avec les techniques de cette approche. Il y a beaucoup de modules liés, comme on appelle, à cette formation, ce renforcement de capacité en pédagogie. Mais les plus importants, les plus essentiels pour un formateur, pour qu'il soit vraiment en mesure d'animer très bien, comme on appelle, de dispenser très bien son cours, ce sont les 3 modules qui sont essentiels pour le moment. Et la première des choses, d'abord, il sera en mesure de planifier une leçon. Il sera en mesure aussi d'animer en classe, c'est-à-dire sa pratique de classe, ça sera facile pour lui. L'école normale des professeurs d'enseignement technique est l'initiatrice de cette remise à niveau sous l'impulsion du ministère en charge de l'enseignement technique. L'introduction de l'APC, l'approche par compétences dans les écoles d'enseignement technique, est l'autre phase de qualification du niveau des cours dans les écoles professionnelles. Les programmes ont été révisés par rapport à ces besoins de l'emploi. Donc il faut alors essayer de former les enseignants par rapport à cette méthode pour qu'ils puissent vraiment enseigner ces programmes. Il ne s'agit pas de former chaque fois les cadres supérieurs. Il faut les cadres issus des enseignements techniques qui soient formés afin que réellement ils puissent être en contact direct avec les apprenants à la base et ceux qui exercent même les métiers en termes de petites et moyennes entreprises. Le ministère de l'enseignement technique s'investit actuellement dans la qualification des ressources humaines. Avec la réussite de l'APC dans les établissements, c'est un autre aspect des réformes qui se matérialisent sur le terrain. Je vous le disais dans les titres, l'an 2 du CNRD en Guinée, c'est pour le 5 septembre 2023. Depuis l'arrivée des autorités de la transition à la tête de l'État guinéen, tout est mis en œuvre pour doter le pays d'un réseau routier digne de nom. Une volonté politique qui se matérialise avec le développement des infrastructures routières. 45% des dépenses de l'État sont investies dans ce secteur stratégique à travers la construction des routes et des ouvrages de franchissement. Aboubacar Junior Camara signe ce reportage bilan du CNRD dans le domaine des infrastructures et des travaux publics. Suivez. Le renouveau au niveau du secteur des infrastructures et des transports publics constitue le cheval de bataille du gouvernement de la transition. Conformément à la lettre de mission assignée au ministre des tutelles, la Guinée doit forcément se doter d'un réseau routier digne de nom dans un bref délai. Un vaste chantier de la République lancé sous l'égide du président de la transition. En moins de 24 mois seulement, 2250 km sont en cours d'exécution dans tout le pays, dont 845 km en bitume et en béton armé. De Koya jusqu'à Dabola, sur la route nationale numéro 1, les travaux sont à 85% avec plus de 20 ouvrages d'art complètement reconstruits. Le même financement extérieur prend en compte les 66 km la voirie urbaine de Conakry et les 2 échangeurs à Kabylie et km 36 pour un montant de près de 700 millions de dollars. Vous avez plus de 40%, environ 45% des dépenses du budget de l'État qui sont consacrées aux infrastructures. Et c'est ce qui est prévu dans le cadre de la programmation budgétaire pluriannuelle sur les prochaines années. Le bilan est très satisfaisant. Le dynamisme avec lequel le secteur des infrastructures et des travaux publics a été renforcé avec le CNRD est assez remarquable.
Dans la dynamique d'améliorer le trafic routier, plusieurs ouvrages de franchissement sont en cours de réalisation dans le pays. Le pont unique de Tanene avec le financement du FER, le fonds d'entretien routier, le pont de Tingilinta dans le projet de réalisation de la route Boké-Kébou, le pont sous le Sankarani à Mandiana, le pont sous le Milo à Kerouane et le pont sous la Sumba à Dubreka, mais également la réalisation de l'échangeur de Bambeto. Tous ces projets s'exécutent dans les règles de l'art et le respect du délai contractuel est obligatoire. Initiés par le président de la transition, les projets financés par le BND, le budget national de développement, désenclavent tous les quartiers de la capitale avec 214 km. Dans le même registre de l'initiative présidentielle, 11 préfectures sont sélectionnées pour avoir leur première couche de goudron depuis l'indépendance. Ces projets de développement sont bien accueillis dans les communautés rurales comme à Tougué, Mali, Koubia, Lelouma, à titre illustratif. Depuis la création de la préfecture de Lelouma, on n'a pas vu le bitumage. On est très content, on ne peut même pas parler. On remercie le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, et son entourage et ses collaborateurs. On remercie tous les gouvernements. On est très contents. On les remercie, que Dieu les bénisse. La route Kankam-Mandiana force déjà l'admiration des usagers. Les entreprises contratantes sur cette route d'intégration économique mettent les bouchées doubles pour rendre le chantier en 2024. C'est pour la première fois de faire une structure pareille en Guinée. Donc la couche de fondation est en litho, la couche de base en grappe bitume et la couche de roulement en bébé. Avec le bébé, on a redémarré au niveau du PK 14025. Et à date, on est au PK 56825, long de 42 km 800. Achevé à 100% avec ses 194 mètres linéaires, le pont sous le Sankarani est une fierté pour la Guinée et le Grand Ouassoulou est désenclavé avec ses 28 districts. Désormais, ces populations laborieuses peuvent acheminer leurs produits agricoles vers les grands centres commerciaux. En Guinée forestière, la route Guékédou-Kodébadou, longue de 35 km, est terminée et la voirie urbaine de Guékédou est bitumée. Les 18 km non réalisés constituent le seul point noir sur la nationale numéro 2, mais aussi entre Farana et Mamou. Depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, les projets avant lui ne font que continuer. Et c'est une continuité, l'administration étant une continuité, ça va bien pour le moment. C'est seulement là où il y a un handicap pour nous, c'est de Kalaou, Guékédou. La refondation rime avec l'innovation de la réalisation des infrastructures routières, ce qui motive le département des infrastructures à réaliser le laboratoire de bâtiments et de travaux publics avec des appareils de dernière génération. Cet outil permettra de faire des études géotechniques pour la bonne qualité des infrastructures. Autre innovation, la construction des ponts bascules pour contrôler le poids des engins qui passent sous nos ouvrages d'art. Lorsque les gros porteurs vont quitter, n'est-ce pas, leur zone, n'est-ce pas, avant de rallier le pont, ils doivent passer d'abord sur bascule pour connaître réellement leur poids. S'il s'est avéré que c'est un poids normal, là, on peut leur laisser passer sur le grand pont. Le cas échéant, ils vont débarquer des bagages, n'est-ce pas, dans le hangar qui est là, pour permettre, n'est-ce pas, le grand port d'avoir une durabilité. Les perspectives du département des travaux publics sont grandes, avec des projets futurs d'envergure, notamment la réalisation de la suite de la route Le Prince pour 18 km entre Kagbelen-Kouria et la reconstruction de la route Hamdallah et Sonfonia longue de 19 km avec des échangeurs de Hamdallah, de Koza et de Matoto, dont les financements sont déjà obtenus. Les entreprises guinéennes sont favorisées pour le respect du contenu local. À Conakry, nous avons la construction et le bitumage en 2x2 voies, des transversales T7, T8, T9 pour un linéaire total de 18 km. Nous avons la construction et le bitumage de 36 km dans certains quartiers de la commune de Ratoma. Nous avons également la construction du prolongement de la route Le Prince en 2x2 voies entre Kagbelen et Kouria. Nous sommes sur le lot 2 du P4 600 au P4 1600, soit 10 km de longueur.
Les projets de 5 ponts dans le Grand Conakry, comme celui de Kassonia et 7 km de bitume entre km 36 et Bentroya, sont en cours d'exécution. Globalement, les 4 régions naturelles de la Guinée sont touchées par les projets de développement du gouvernement de la transition. Des réformes qui donnent un coup d'accélérateur à l'économie rurale et contribuent à améliorer de façon substantielle les indicateurs de développement socio-économique du pays. Dans l'actualité également, pour renforcer la gouvernance du secteur de la santé et partant à améliorer l'accès aux soins pour les populations, le projet PASA 2 poursuit son appui au système national de santé et aux services déclarés dans les 6 préfectures de la région de Zérékoré et dans les 2 nouvelles préfectures avoisinantes qui sont Kissi-Dougou et Kérouané. Il est cofinancé par la coopération guinéo-allemande et l'Union européenne. Reportage Mariama Diallo. Le programme d'appui au système de santé PASA 2 et PRSF 2 s'inscrit dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Il contribue principalement à l'atteinte progressive des objectifs de développement durable, également en complémentarité au programme d'aide budgétaire de l'Union européenne qui soutient l'effort contributif au secteur de santé guinéen dans la continuité de PASA 1. Je me réjouis d'avoir été invité à cet atelier aujourd'hui et mon propos a été de remercier non seulement nos partenaires mais aussi de rappeler que les projets, ce sont des appuis à la politique de santé du gouvernement. Un projet n'est viable que dans la mesure où il épouse intimement les stratégies et les objectifs de notre politique de santé. La restitution du programme s'est effectuée à Conakry en présence du ministre de la Santé, des partenaires techniques et financiers ainsi que des bénéficiaires. Ce projet a fait que vraiment aujourd'hui en région forestière, la communauté et l'administration de la santé sont ensemble. Et ce qui a fait même l'objet de la mise en place de notre structure qu'on appelle CORSA, le Comité régional de santé et d'hygiène. Depuis août 2019, la GIZ et Expertise France reçoivent un cofinancement de l'Union européenne, du gouvernement allemand et de la France dans le cadre du projet d'appui au renforcement du système de santé en République de Guinée dans sa phase 2, PASA 2. Le coût total du projet est de 26,35 millions d'euros. Les 2 projets ont donc pour but d'améliorer la santé des mères et des enfants de moins de 5 ans en Guinée. Donc le projet PASA 2 œuvre dans la région forestière, donc Zérékoré ainsi que Kérouané et Kissi-Dougou. Et le projet programme de santé de la reproduction, c'est à Kinya, Mamou, Labé et Farana. Le fruit d'un travail très important qui a été mené par Expertise France et par la GIZ sur le terrain de Zérékoré et ici au niveau central au ministère de la Santé. Tous ces aspects sont au bénéfice de la population. Après 48 mois d'activité, ce projet va contribuer à améliorer la qualité et l'efficacité des activités d'appui au système de santé guinéen. Le résultat de ce projet a un impact significatif en termes de compétences et d'infrastructures pour les populations concernées. Parlons à présent de la restauration de la tête de source du fleuve Concouré à Mamou. Suite au passage de la contournante nord, 2500 jeunes plants ont été mis en terre par l'Institut de Télico et l'ENATEF de Mamou. Reportage Mamadou Paté-Baldi. La forêt classée de Tchewel, située au nord-ouest de l'ENATEF, a été récemment déboisée suite au passage de la contournante nord. L'Institut de Télico, en partenariat avec l'ENATEF de Mamou, débarque avec 1000 jeunes plants de Mélina. Objectif, procéder à sa restauration. Notre pays est un pays censé être avoir une très grande capacité forestière. Malheureusement, avec l'action de l'homme
La nature est en train de se rétrécir. Il faut que la nature reprenne son droit et nous devons faire en sorte que chacun de nous accomplisse sa mission. Au total, 2500 jeunes plants ont été reboisés dans le but d'appuyer le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans ses efforts de protection des espèces de faune et de flore en Guinée. L'objectif visé, c'est la restauration, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le réchauffement climatique et également il y a la fuite des animaux dans la brousse due toujours à l'effet de l'homme sur la nature. L'impact est immense. Surtout protéger l'environnement avec les espaces vides permettront de limiter le réchauffement climatique dans nos zones. L'Institut va prendre ses dispositions afin de continuer cette activité et de veiller à des plans qu'on est en train de mettre sur terre aujourd'hui. La communauté nous lance un message fort pour leur dire que ces plans ne sont pas à couper à leur guise. Il faut les protéger, il faut les entretenir. Cette forêt classée abrite plusieurs espèces de flore et de faune, comme les chimpanzés et d'autres espèces menacées d'extinction. Sa restauration constitue une préoccupation majeure pour l'ENATEF de Moimou. La forêt d'application pratique de l'ENATEF, la forêt de Kewel, elle a 470 hectares. Donc dans ces 470 hectares, elle abrite aussi la tête de soute du fleuve Concouré qui est aujourd'hui vraiment un fleuve de renommée, s'il faut, sous-régionale pour nous parce qu'elle nous donne de l'électricité. Cette campagne va se poursuivre durant tout le mois d'août. L'ENATEF, l'IST et leurs partenaires s'engagent à retrousser les manches pour couvrir la totalité de la zone en vue de restaurer ce site et de procéder à la gestion et à la conservation des ressources naturelles dont ils disposent. Autre restauration, celle du couvert végétal le long du fleuve King Kong et affluent, celui-là même qui abrite le barrage hydroélectrique du même nom et sert les préfectures environnantes de Pita en courant électrique. Avec l'appui du programme présidentiel et des autorités locales, l'ONG Minkadi pour la paix a mis en terre près de 5000 plants à croissance rapide sur 4 hectares afin de protéger l'écosystème autour de ce barrage. Sarafdine Diallo, son enseignant. Devenue une priorité mondiale, la protection de l'environnement interpelle de plus en plus les organisations. Dans la préfecture de Pita, le fleuve Kokoulo-Walhot du barrage King Kong, avec ses 3,4 MW, est l'un des plus importants cours d'eau de la localité. Pour le protéger, l'ONG Minkadi pour la paix lance la mise en terre de 4700 plants à croissance rapide sur le long du fleuve. Nous sommes sur le site du barrage hydroélectrique de King Kong qui sert d'électrification au niveau de toute la préfecture et quelques préfectures environnantes. Donc c'est un point très important dans le cadre du reboisement. Minkadi pour la paix, c'est un ONG de Pita qui travaille beaucoup dans le cadre de la protection de l'environnement. Ils sont dans l'assainissement, dans le reboisement. Quand l'État les assiste pour faire le reboisement et qu'ils acceptent de le faire eux-mêmes avec leur partenariat, il ne ferait que leur dire de faire très bien le travail parce que c'est une protection. Protéger l'environnement, c'est bon, surtout protéger King Kong, qui est un grand producteur de courant pour beaucoup de préfectures. Pour une écologie durable et économique dans la région, l'ONG Minkadi pour la paix s'active pour relever ce défi environnemental. Nous, en tant que service technique, nous avons décidé de venir répondre à l'appel de l'ONG Minkadi pour la paix, qui a eu, en partenariat avec notre ministère, un financement pour reboiser 4 hectares sur ce site. Nous, en tant que service technique, nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de ces activités. J'invite le service de l'environnement, la commune et l'ONG Minkadi pour la paix de veiller à ce site reboisé, pour que ce site soit reconnu dans l'histoire de l'ONG. Cette campagne de reboisement, qui se veut annuelle à Pita, avec un engagement citoyen à travers le programme présidentiel, fait de la préfecture l'une des plus vertes du pays. Et puis pour lutter contre le changement climatique, la Guinée se prépare pour la 3e communication nationale. Les parties prenantes en conclave ont identifié et évalué des mesures d'atténuation des gaz à effet de serre en commençant par lister les secteurs les plus
émetteurs de ce gaz, tels que l'énergie et l'agriculture. Ousmane Ba. Le développement durable et la réduction de la pauvreté nécessitent un environnement sain, un climat stable et un accès équitable aux biens et services environnementaux. Une vertu à laquelle s'attache le gouvernement guinéen dans sa lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Ici, les parties prenantes sont dans une dynamique d'identifier et d'évaluer les mesures d'atténuation des gaz à effet de serre. C'est dans le cadre des préparatifs de la 3e communication nationale sur les changements climatiques. Pour parler ou bien de prendre des engagements de réduction, il faut savoir d'abord notre émission globale. Donc, connaissant l'émission que nous apportons au réchauffement climatique, donc on va maintenant proposer des mesures d'atténuation. Et cela aussi va permettre au gouvernement de savoir sur quel pied danser les orientations politiques qu'il doit avoir ici là vraiment pour prendre des décisions en matière ici là de réduction des gaz à effet de serre. De ces débats, il ressort que conformément au 3e inventaire national, l'énergie et l'agriculture demeurent les grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Le secteur énergétique reste dominé par les produits pétroliers qui sont entièrement importés et très fortement dévolus à la couverture des besoins du secteur de transport et dans une moindre mesure pour la production d'électricité. Quant à l'agriculture, les émissions sont beaucoup plus élevées dans la production de bétail. Comme on parle que de même pays, on doit attirer un peu l'attention sur l'actualisation de l'information dans la communication nationale sur la base de l'actualisation de l'inventaire apporté par le rapport biannuel actualisé. Les 2 premières communications sont effectuées respectivement en 2002 et en 2018. La réussite de cette 3e en cours de préparation est une belle approche pour la Guinée dans le respect de l'engagement de sa contribution déterminée au niveau national, CDN. Le chef d'état-major de l'armée de terre est en tournée à l'intérieur du pays. À Zérékoré, le général de brigade Balako Ivogui est allé transmettre à la troupe les salutations et les encouragements du chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbia, avant de réitérer la volonté de la hiérarchie de doter les régions militaires de nouveaux dispositifs pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Compte rendu, sergent-chef Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. Le chef d'état-major de l'armée de terre poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Après le bataillon d'infanterie de Macenta et les compagnies d'infanterie de Koyama, la mission de travail du général de brigade Balako Ivogui est accueillie au camp Béanzin, portion centrale de la 4e région militaire de Zérékoré. Au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, le chef d'état-major de l'armée de terre a transmis à la troupe le message de félicitations et d'encouragement des autorités de la transition. Permettez-moi de vous transmettre quelques messages qui m'ont été attribués, qui m'ont chargé de venir vous féliciter, vous remercier pour l'effort fourni, pour le respect des consignes. Et me charge également de venir vous rencontrer pour respecter ce qu'on appelle document unique d'organisation. Ce document va nous permettre d'être bien structurés. Quand on prend une compagnie, il y a une structure qui est bien définie. Chacun est défini par ce qu'il fait au sein de l'unité. Revigoré par les messages dont est porteur le chef d'état-major de l'armée de terre dans leur sphère de commandement, les autorités militaires de la région forestière ont réitéré leur adhésion aux réformes engagées par les autorités pour le renouveau des forces armées guinéennes. Ils sont venus nous relater le contenu d'un document très important qui parle donc de l'organisation de l'armée, communément appelé DIO. Document unique d'organisation qu'on va créer désormais dans cette organisation les brigades. À l'issue du rassemblement général tenu au camp Béanzin de Zérékoré en présence des forces de défense et de sécurité de la région, le chef d'état-major de l'armée de terre s'est entretenu avec le commandement de la région. Le renforcement des positions sécuritaires le long de nos frontières était au centre des débats. La mission va se poursuivre dans les autres unités d'infanterie.
Le gouverneur de la région de Kindia a lui bouclé sa tournée de prise de contact dans les préfectures relevant de sa juridiction. Dernière étape Télimélé où Aboubakar Sidiki Diakité a conféré avec les populations à la base, les administrateurs locaux et la notabilité. Yaya Silla. C'est sa première visite depuis sa nomination. Le gouverneur de la région de Kindia est à Télémélé pour une visite de prise de contact avec les services relevant de sa juridiction. À la maison des jeunes de Télémélé, les autorités préfectorales ont fait l'état des lieux des infrastructures sociales de base réalisées et en cours de réalisation. Vu tout ce que le gouvernement est en train de faire, vu toutes les réalisations en Guinée en général et celle de la préfecture de Télémélé en particulier, les citoyens sont très contents de Monsieur le Président de la République et de son gouvernement. De la commune urbaine de Télémélé, le gouverneur de Kindia s'est rendu dans les sous-préfectures de Gougoudjé et Sinta, où les travaux de reprofilage de la route Swapiti-Télémélé sont en cours. Je viens de trouver une population enthousiaste, une population qui a la joie sur le visage. Cela n'est pas fortuit. C'est parce que ce que le CNRD a commencé à faire ici les a plu. Et le préfet de Télémélé est à la disposition de la population de Télémélé. Il y a quelques jours, une cérémonie de lecture du Saint-Coran avait été initiée par les autorités préfectorales de Télémélé. Le colonel Doumbouya, si nous permet de quitter à Conakry, venir ici, 3h30 de temps, aller-retour Conakry, Télémélé. Colonel Doumbouya, avec ton équipe, Télémélé est réveillé. Télémélé est la dernière étape de la visite de prise de contact du gouverneur de la région administrative de Kindia. Dans les préfectures visitées, les autorités ont exhorté les citoyens à la culture de la paix et d'unité nationale dans le pays. C'est officiel, la Miss Guinée Amérique du Nord de cette année est Khadija Bari, venue du Canada où elle réside pour ses études. Pendant son mandat de 1 an, Khadija Bari compte réaliser des actions en faveur des étudiants juristes en Guinée en vue de favoriser un meilleur apprentissage de ce métier, sa première passion. Alpha Isiagaba. À 25 ans, elle réalisait un rêve d'enfance, devenir Miss. Élue face à 4 autres candidates devant plus de 500 spectateurs, elle sera pendant 1 an l'ambassadrice des Guinéens vivant en Amérique du Nord et ira à leur rencontre avec un projet destiné aux passionnés du droit. Je suis profondément émue, j'ai un petit peu pleuré sur scène. Étant juriste de formation, je tiens particulièrement à ce que tous les étudiants et étudiantes en droit en Guinée puissent avoir accès au même type de formation pratique que j'ai eu en ayant la chance d'étudier au Québec. Donc je m'engage fermement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que mon projet humanitaire, ma plateforme, puisse se réaliser. Pour cette 12e édition, une Miss Guinée Reine Afrique a été élue à la main levée dans une salle électrique de Fillmore à Silver Spring. Et c'est la Guinéenne Marie Kantamboduno qui remporte la couronne face à une Nigérienne inconsolable. Pendant ce temps, le gouvernement saisit des opportunités de communication pour passer à sa diaspora le message d'unité nationale. Je viens représenter M. le ministre à cet événement pour témoigner et livrer le message du gouvernement guinéen conformément aux orientations du président du CNRD qui souhaite que les Guinéens soient davantage unis autour des valeurs les plus importantes. Ce concours de beauté est l'un des plus grands événements culturels de la diaspora guinéenne de l'Amérique du Nord. Malgré une interruption de 4 ans du fait de la crise du Covid-19, il a gardé son éclat, son attraction et ses valeurs. C'est un concours éducationnel et aussi culturel. C'est notre façon à nous d'accompagner les jeunes filles guinéennes en Amérique du Nord et aussi de célébrer la Guinée sur une grande plateforme que celle du Fillmore. Dans cette salle, des artistes du continent, parmi les stars de la soirée, le Nigérian Visboy et le Guinéen Sekouba Kandiakouyate, dont la prestation a rappelé à certains nostalgiques celle de son feu père Souri Kandiakouyate, l'une des plus belles voix du continent. Pour la jeune élue du soir, le rêve de devenir Miss a duré une éternité, mais aujourd'hui c'est chose faite pour Khadija Bari,
Et dans les jours à venir, la Miss Guinée-Amérique du Nord 2023 ira à la rencontre de la communauté guinéenne du Canada, son pays de résidence, où plusieurs apprendront à la voir désormais avec une couronne de Miss. On termine par cette triste nouvelle. La RTG est en deuil. Adja Fanta Souari, ancienne caissière à la RTG, est décédée hier matin des suites d'une longue maladie à l'hôpital d'Onka à Koloma. Les travailleurs de la RTG se sont mobilisés pour rendre un hommage mérité à la défunte dont l'inhumation a été faite ce mercredi même à Kindia. Paix à l'âme de notre bien-aimé Adja Fanta Souari. Amen. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes dans l'émission hebdomadaire. Le gouvernement vous écoute en direct sur vos télévisions nationales. Je vous souhaite du plaisir à notre compagnie. Bonsoir.